Donc bonjour à tous. Moi du coup je vais aborder le sujet de l'inférence causale mais aussi de la prédiction. On vous a beaucoup parlé de prédiction pendant ce séminaire, mais moi je vais aller un petit peu plus loin. Pardon, c'est bon, je suis dans le cadre. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup je vais aller un peu plus loin et je vais essayer de contextualiser un petit peu ce que je fais dans ma recherche et vous l'approcher aussi d'une manière un petit peu statistique, économique et mathématique. Donc ça va aller très vite, mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avoir peur des maths. Et c'est toujours dans cette logique d'essayer de contextualiser un petit peu. Donc, on va, juste pour que vous ayez en tête un petit peu le cheminement de pensée, on va d'abord voir un petit peu les données que je traite et que j'utilise pendant ma thèse. On va ensuite s'intéresser à un cas d'usage. Donc du coup, moi, ce qui est un peu particulier, c'est que je fais une thèse CIFRE, c'est-à-dire que je suis à la fois à Sciences Po et je travaille sur ma thèse, mais je suis aussi dans une boîte engagée en tant que data scientist et je travaille aussi sur des problématiques qui sont liées à l'entreprise pour laquelle je travaille. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça, et notamment on va le voir à travers un cas pratique qui est la modélisation hédonique. Donc principalement essayer de comprendre un petit peu le mécanisme de formation des prix de l'immobilier. Et on finira un petit peu par voilà, ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'inférence causale et en quoi on l'utilise en économie. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce que je fais et qui je suis. Donc je travaille à la fois en tant que data scientist et je fais aussi de l'économie et du coup à Sciences Po, l'économie de la statistique, et je suis spécialisé sur les thématiques de la transition écologique du logement. Donc vous avez sans doute eu vent des récentes réglementations, des nouvelles réglementations qui ont été déployées, donc la loi résilience climat, qui transforme beaucoup le marché. Et l'objectif, c'est de savoir un petit peu, l'objectif de ma thèse, c'est de savoir un petit peu comment elles transforment le marché, comment elles affectent la formation des prix, et si ces nouvelles réglementations, cette nouvelle thématique verte, elle est aussi prise en compte par les consommateurs, donc les acheteurs potentiels, les locataires, dans leurs décisions de localisation, mais aussi dans leurs décisions de négociation. Donc du coup, je travaille aussi sur, comme je vous le disais, l'inférence causale et ce qu'on appelle l'économétrie théorique. Donc là, c'est pareil, encore une fois, toujours de l'IA, donc dans cette grande famille de l'IA, mais sur une thématique très spécifique qui va essayer de tirer des conclusions plus que de prédire. C'est un petit peu ça, en ça qu'on fait la distinction. Et je travaille aussi du coup sur l'économie de l'information et tout ce qui est statistique bayésienne. Donc ça, pour vous dire concrètement ce que ça représente, le premier volet de la loi résilience, climat et résilience, ça a été d'obliger en fait les consommateurs, enfin, les propriétaires, à donner une information sur la performance énergétique. C'est le fameux DPE que vous avez sans doute dû entendre parler. C'est un petit peu ce que vous avez du coup dans l'industrie agroalimentaire avec le Nutri-Score. Bah, pareil, c'est des informations en fait en plus pour le consommateur qui va prendre en compte dans leurs décisions d'achat. Et on va voir un petit peu, effectivement, s'il y a des décotes qui s'opèrent sur le marché en fonction de la performance énergétique ou des premiums si on a effectivement une meilleure performance énergétique. Et l'objectif in fine, ça va être de faire des recommandations de politique publique et de développer de nouvelles méthodes pour essayer du coup de répondre à ces nouvelles questions qui sont proposées du coup par ces nouvelles choses. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet. Ici, je vous présente juste donc une annonce pour vous expliquer un petit peu le type de données auxquelles j'ai accès et comment je les utilise. Donc, une annonce, quand on la regarde comme ça, donc vous avez sans doute tous déjà vu une annonce, vous avez effectivement énormément d'informations à votre disposition. Et ce que moi, je vais utiliser ensuite, ce sont ces informations. Donc, ce que vous voyez, par exemple, ici, vous avez une information sur l'année de construction, l'étage, le nombre de pièces, l'exposition, vous avez une information sur du coup ce que je vous disais sur la performance énergétique, vous avez l'information sur la consommation en kilowattheure par an par mètre carré, mais vous avez aussi l'information sur l'émission de CO2. Donc toutes ces informations-là, moi ce que je vais avoir dans mes bases, c'est juste une granularité qui est de l'annonce, donc des données tabulaires, où je vais avoir du coup toutes ces données-là. Mais je vais aussi avoir des données qui sont moins faciles d'utilisation, c'est-à-dire des images, parce que sur une annonce, effectivement, si vous voulez vendre votre bien, il vaut mieux que vous proposiez des photos. Mais ça va être aussi une description, donc du texte.
Donc effectivement, là, ça fait un peu écho à tout ce dont on a parlé. La diversité des modèles et des intelligences artificielles que vous allez déployer, elles sont conditionnées par le type d'information que vous avez à la base. Et ce type d'information que vous avez à la base, c'est des images, des photos, du texte, mais aussi des données qui sont tabulaires. Bien évidemment, ce que vous ne voyez pas forcément sur l'annonce, c'est toute l'interaction que les utilisateurs vont avoir avec une plateforme. Parce qu'effectivement, moi, je travaille avec une plateforme qui recense des annonces et qui recense des transactions. Et l'objectif de valorisation de cette plateforme, c'est de valoriser ces données par de l'intelligence artificielle, mais aussi tout simplement par de la contextualisation de ces données. Et effectivement, ce que vous ne voyez pas quand vous voyez cette annonce, c'est que moi, je sais à quelle date elle a été émise. Je sais aussi si elle a été vue plusieurs fois ou pas. Donc tout ce qui est interaction avec ces annonces. Et ça aussi, c'est des informations qui sont cruciales et qui doivent être traitées pour pouvoir avoir des bases de données qui sont accessibles, qui sont appelables et qui nous permettent ensuite de travailler avec et de déployer des modèles. Donc pour ça, généralement, dans une classe de métier qui est extrêmement importante, ça va être les data engineers qui vont certifier que la donnée est de bonne qualité, parce que moi, ce que j'observe, effectivement, ce sont des bases que j'appelle avec du SQL, mais en réalité, elles ont été transformées par des modèles qui vont, me donner une information de qualité, me donner une information, par exemple une information géographique, parce que le cœur du business de ce genre de plateforme, c'est de pouvoir localiser des annonces avec précision. Il faut que je puisse être sûr que quand moi j'observe une annonce à Paris, elle est effectivement à Paris. Et ça paraît un peu trivial comme ça, mais effectivement, dans la mesure où les annonces, elles sont publiées par des agences, il y a un biais humain de collection de la donnée qui va fournir un billet d'attrition, et tout ça, ça doit être passé, ça doit être vérifié pour que, effectivement, une annonce que vous observez à une adresse, elle est effectivement à cette adresse. Donc tout ça, ça va être le travail des data engineers qui vont certifier la donnée, la rendre accessible et la documenter. Une fois que ce travail de documentation a été fait, là, on va pouvoir travailler du coup avec nos modèles, et on va pouvoir tout simplement commencer à se poser des questions sur ces données. Les principales questions que l'entreprise essaie de déployer, c'est, vous avez des listings. Ce qui intéresse principalement, vous avez des listings, donc des listings, c'est des annonces. Ce qui intéresse principalement les gens, c'est le prix de cette annonce. Et en tant qu'observateur privilégié du marché, quand vous êtes une plateforme, vous pouvez diffuser des cartes de prix et des indices de prix pour guider l'utilisateur dans sa décision de négociation, dans sa décision de localisation. Ce qui intéresse les gens, c'est effectivement de pouvoir essayer de prédire, par exemple, étant donné les caractéristiques, vous êtes par exemple un propriétaire, vous avez des caractéristiques sur votre bien, et vous essayez de faire une estimation de la valeur de votre bien. Effectivement, moi, dans la mesure où j'observe énormément de données qui sont particulièrement sur de transactions, par exemple, donc un historique de données de transactions, je vais pouvoir vous faire une recommandation étant donné les caractéristiques de vos biens. Et ça va prendre la forme d'une carte de prix et d'indices d'évolution. Donc, une question qui n'appelle pas forcément de réponse de votre part, mais qui essaie de contextualiser un peu la chose, c'est quelle est la différence de prix moyen entre un appartement à Paris et un appartement à Aix-en-Provence? Donc ça, c'est effectivement une question qui va être posée par les utilisateurs de la plateforme. Et l'objectif, c'est que j'entraîne un modèle pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'est à ce moment-là que j'utilise de l'IA. De manière générale, une première réponse qu'on peut apporter à cette question, c'est tout simplement de dire, écoutez, j'observe des biens à Paris, j'observe un vecteur de prix, du coup, puisque je peux faire une moyenne à partir de ces biens. J'observe une moyenne des prix à Aix-en-Provence, et j'ai juste besoin de faire l'écart, et en moyenne, j'ai une information plutôt fidèle de la situation. Le problème, c'est que le parc de logements parisiens est complètement différent du parc de logements d'Aix-en-Provence. Donc vous avez des biens qui sont beaucoup plus vieux, vous avez des biens qui sont beaucoup plus hauts en taille, parce que vous avez des biens qui sont qui ont beaucoup plus d'étages, et effectivement, toutes ces informations-là, vous les valoriserez différemment, parce que effectivement, vous avez peut-être une appétence plus particulière pour le soleil, et donc du coup, vous irez à Aix-en-Provence, mais à Paris, vous avez aussi, par exemple, l'accès à l'opéra, vous avez accès à une culture plus simple, et toutes ces informations-là. Et c'est toutes ces informations-là qui vont vous aiguiller dans votre choix de localisation, et aussi, du coup, dans le prix que vous allez être prêt à payer pour une localité plutôt qu'une autre. Donc effectivement, on a besoin de corriger des caractéristiques intrinsèques des biens pour se donner une image fidèle du prix
moyen à Aix-en-Provence et à Paris pour pouvoir faire cette différence. Donc effectivement, utiliser une moyenne brute, ça n'a pas forcément d'intérêt, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer d'implémenter un nouveau modèle, et un modèle qu'on appelle la régression hédonique, donc qui est un papier qui date un petit peu maintenant. Je vous ai mis les références pour que vous puissiez aller voir pour les plus matheux d'entre vous, mais l'objectif de cette régression, ça va être d'essayer de créer ce qu'on appelle des prix hédoniques, et c'est des prix qu'on compare en fait à un bien de référence en France, et à partir du moment où vous comparez c'est les prix de tous les biens en France à un bien de référence, ben là vous pouvez contrôler de plein d'effets qui vont être l'appétence particulière pour une caractéristique versus une autre. Donc ce que ça suppose de manière générale, c'est que la valeur de votre bien, c'est une somme de la valeur de ses caractéristiques. Donc il y a une relation qu'on appelle linéaire entre les caractéristiques du bien, la valeur des caractéristiques de votre bien, et le prix que vous allez proposer sur le marché. C'est-à-dire que effectivement, avoir un balcon, de manière générale, va vous permettre de vendre relativement plus cher que si vous n'en aviez pas. Et par exemple, dans certaines régions, dans certains endroits, ne pas avoir de balcon va aussi vous décoter beaucoup votre bien sur votre marché. Donc là, encore une fois, c'est des données qu'on a à disposition, puisque vous avez vu que tout à l'heure sur l'annonce, on avait énormément d'informations qui vont nous permettre de faire ce genre d'exercice, puisqu'on va pouvoir contrôler de toutes les caractéristiques du bien. Une fois qu'on a cette relation additive, on se rend compte assez facilement que, bon, effectivement, la précision de votre analyse va reposer énormément sur la richesse des données que vous avez à disposition. Si vous ne pouvez pas contrôler du fait que vous avez un balcon ou pas sur une donnée, sur une annonce, effectivement, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir donner un prix qui va tenir compte de cette caractéristique. Donc effectivement, la performance va toujours, et ça c'est de manière générale vrai pour tous les modèles d'IA, plus vous avez de données, plus ça va être efficace. Après, bien sûr, il y a des propriétés particulières statistiques qui vont faire que trop de données tue la donnée, mais de manière générale, la règle en intelligence artificielle, c'est plus on a de données, mieux c'est. Et c'est vrai aussi pour les régressions hédoniques. Et pour faire ces estimations, donc on utilise des modèles assez simples, puisque je voulais vous proposer un modèle assez simple. Donc c'est des estimations par OLS, donc des estimations linéaires, ou des gradient boosting, donc du coup des arbres de régression. Et ça va être la manière juste de résoudre l'opération. Donc ça va devenir un petit peu particulier à partir de ce moment-là, n'ayez pas peur. Ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi... En l'occurrence, ici, il s'agit d'un modèle supervisé, et je voulais vous faire un petit peu de pédagogie sur ce que c'était que les modèles supervisés. Les modèles supervisés, c'est tout simplement des modèles pour lesquels on assigne une forme paramétrique. De manière générale, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça avait beaucoup de sens, c'est qu'il y avait une relation linéaire, donc du coup une relation additive, entre la valeur de votre bien que vous proposez sur le marché, et la somme, en fait, des caractéristiques, de la valeur des caractéristiques de votre bien. Effectivement, encore, c'est la discussion du balcon. Vous avez un balcon, vous allez le vendre plus cher. Mais si vous avez un balcon et que vous avez une exposition plein sud, alors là, vous allez le vendre encore plus cher. Et donc, du coup, c'est bien ce qu'on fait là. On fait l'addition de ces valeurs et ça va vous donner la valeur finale. D'accord ? Donc, de manière générale, ce que vous voyez ici, c'est juste une relation, du coup, entre le logarithme du prix au mètre carré. Donc, ne faites pas attention au logarithme, c'est juste pour des propriétés. Donc, vous avez juste le prix au mètre carré, d'accord ? Qui va être fonction de plusieurs caractéristiques, donc ce que vous voyez là, les XI, donc les gamma I, XI, ce sont tout simplement des caractéristiques. Donc ce que je vous disais, c'est des grosses matrices, du coup, dans laquelle on va référencer du coup, l'étage, on va référencer la superficie, on va référencer l'exposition plein sud ou pas, le balcon, toutes ces choses-là. Et en face de ça, on va rajouter juste un contrôle qu'on appelle un contrôle géographique. Donc du coup, effectivement, là c'est tout l'intérêt. Beaucoup de la valeur du bien va être drivée par le fait que vous êtes à Paris ou pas, par exemple, le fait que vous êtes à Aix-en-Provence ou en périphérie d'Aix-en-Provence. Et toutes ces informations-là, comme je vous disais tout à l'heure, très important qu'on ait cette notion de géolocalisation, parce que ça va beaucoup driver le prix. Et ce qu'on voit là, en fait, le dernier élément, le epsilon i, que vous voyez tout à droite, ça va être juste tous les autres éléments qu'on ne peut pas contrôler. D'accord ? Ce qu'on appelle aussi souvent l'erreur, qu'on va essayer de minimiser pour résoudre en fait ce problème, c'est tous les éléments qu'on n'a pas à notre disposition. Donc pour que ce soit très clair, quand on dit qu'on a une relation additive, on a une relation additive entre toutes les valeurs donc intrinsèques des biens. Ce qu'on applique ici,
ce que vous voyez ici, ce que vous voyez ici, les petits gamma, en fait, c'est juste qu'on dit que la valeur d'un bien, c'est une sorte de moyenne pondérée, donc pondérée par des poids, des caractéristiques et des valeurs du coup de ces caractéristiques pour donner notre estimation finale. Donc tous les gamma que vous voyez ici, en fait, ça va juste être, en fait, de combien ça va augmenter mon prix d'avoir un balcon. Et ça, en fait, c'est là que c'est à ce moment-là qu'on utilise l'intelligence artificielle, c'est pour résoudre du coup cette opération, pour résoudre cette question, c'est d'identifier les poids. Et généralement, tous les exercices donc tous les LLM dont on parlait tout à l'heure, l'algorithme, donc ChatGPT, tout ça, c'est identifier des poids. De manière générale, c'est toujours identifier des poids. Et en l'occurrence ici, ça va être d'identifier des poids sur les caractéristiques des biens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a notre modèle, une fois qu'on a notre grosse prédiction, si vous voulez, une fois que vous avez estimé tous vos biens, une fois que vous savez effectivement que avoir un balcon à Paris, ça va vous rapporter par exemple 10% de plus sur la valeur de votre bien, vous allez pouvoir faire des prédictions. Parce qu'une fois que vous avez entraîné votre modèle, une fois que vous connaissez vos poids, vous n'avez plus qu'à plugger les nouvelles informations avec les nouveaux listings qui arrivent, donc les nouvelles informations qui vous sont transmises dans les annonces. Et là, vous allez pouvoir estimer votre bien, quel que soit en fait le listing que vous avez à disposition, puisque vous avez votre forme fonctionnelle que vous allez pouvoir utiliser, vous allez plugger des informations et hop, ça va vous donner votre prix. Donc ça, et c'est comme ça qu'on va mesurer l'erreur, c'est juste en comparant en fait le prix qui a été effectivement affiché par l'utilisateur et le prix que moi j'ai estimé avec mes petits poids, avec mon petit jeu de l'historique, d'accord ? Donc si je veux avoir des performances qui sont bien meilleures, généralement je vais essayer d'utiliser des informations qui sont moins faciles d'accès. Donc là, l'exercice il était assez simple parce que je vous disais, avoir un balcon, pas avoir de balcon, ça reste une information assez simple, c'est des 0 et des 1, d'accord ? C'est true, false. Par contre, si je veux intégrer les images dans mes estimations pour gagner en performance, là l'exercice il se complexifie un petit peu parce qu'effectivement, comment vous faites pour intégrer une image, c'est pas aussi simple qu'encoder un 0 ou un 1. Donc de manière générale, on utilise à ce moment-là d'autres types de modèles, et c'est effectivement ce qu'on fait en pratique. Donc vous pourrez voir sur internet des cartes de prix, je ne peux pas te dire pour qui je travaille effectivement, mais vous pourrez voir effectivement des cartes de prix les mieux référencées bien évidemment, et vous allez tomber un petit peu sur ces estimations-là, et c'est effectivement ces modèles qu'on fait tourner. Donc de manière générale, on va utiliser par exemple la computer vision pour essayer de donner, on fait ce qu'on appelle du tagging, pour dire par exemple que, on a une collection d'images, est-ce que cette collection d'images, c'est des bonnes images ou c'est des mauvaises images ? Et donc là, vous allez entraîner un nouveau modèle qui va vous dire, étant donné l'information image, donc toutes les collections d'images que vous avez sur cette annonce, vous allez avoir un retour de votre modèle qui va vous dire, ce sont des bonnes images. Et donc du coup, ça, c'est aussi entraîné sur une collection d'images déjà taguées au préalable, et on va faire des recommandations comme ça sur à chaque fois toutes les images, et elles vont rentrer en fait dans notre équation ici, donc par le XI, d'accord ? C'est juste une information en plus. Vous savez que pour cette annonce, vous avez de bonnes images. Vous savez par exemple que pour cette annonce, il faudra faire de la rénovation. Vous savez que pour cette annonce, effectivement, vous avez le meilleur score, c'est un bien luxueux. Donc, étant donné les images. Donc ça va beaucoup améliorer la prédiction, et toujours, l'objectif encore, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être d'enrichir des bases de données avec de l'IA, cette fois-ci. Donc c'est un exercice un peu différent, parce que vous utilisez un premier modèle pour essayer de faire de la prédiction de prix, et vous enrichissez ce modèle avec des nouvelles données qui ont été créées par IA. Sur la computer vision. Vous allez aussi avoir du NLP. Donc là, les large language models, par exemple, dans une annonce, vous allez aussi avoir une information sur le texte que vous mettez dans cette annonce. D'accord ? Vous avez une description. Effectivement, nous, on a remarqué que quand il y avait des descriptions qui marchaient beaucoup mieux que d'autres. D'accord ? Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire que quand vous prenez un bien complètement similaire, en moyenne, vous allez avoir une plus grande performance, vous allez vendre plus cher un bien pour lequel vous allez avoir une bonne description. Donc avec des mots-clés qui vont par exemple sonner de manière générale mieux que d'autres. D'accord ? Donc proximité à une station de métro, ça peut être toutes ces choses-là qui paraissent anodines, mais qui au final vont beaucoup driver le prix. Donc effectivement, là, c'est encore une fois une autre... Et tout ça, ça va être... En fait, vous voyez un petit peu aussi comment on peut capitaliser aussi sur ces informations-là, parce que une fois que vous proposez votre estimateur de prix aux utilisateurs, vous allez aussi pouvoir
insérer un petit module NLP dans lequel vous allez lui proposer une description, dans lequel vous allez lui dire, par exemple, vous allez lui faire des recommandations sur la manière de prendre ses photos. Parce qu'on a vu qu'en moyenne, prendre des photos avec de l'exposition, ça paraît tout simple, hein, mais prendre des photos avec une meilleure exposition, ça allait booster le prix. D'accord ? Donc effectivement, toutes ces informations-là, elles alimentent d'une part notre modèle, mais on peut aussi capitaliser dessus pour proposer d'autres outils. Donc une fois qu'on a fait notre travail de prédiction, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être le travail d'inférence. Donc l'inférence, de manière générale, ça va être d'essayer de tirer des conclusions, d'accord, d'un phénomène sur un autre. Donc vous allez essayer de savoir si, par exemple, est-ce que avoir un balcon, ça a un effet statistiquement significatif sur le prix. Donc ça, c'est une question assez triviale, mais quand par exemple on pose la question sur la performance énergétique, c'est moins trivial. Parce que effectivement, pendant longtemps, la performance énergétique ne drivait pas autant le prix des biens, parce que c'était une information comme une autre. Le prix de l'énergie était par exemple extrêmement bas, donc ça faisait qu'aujourd'hui on s'en préoccupait moins. Enfin, à l'époque on s'en préoccupait moins. Et aujourd'hui on s'en préoccupe beaucoup plus, et effectivement on va essayer d'établir non seulement un lien de cause à effet, mais on va essayer aussi de quantifier cet effet. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, toujours sur ce même modèle, mais en fait, cette question, elle revient à essayer de savoir si les gamma i que vous avez estimés sur chacune de vos caractéristiques, ou d'une caractéristique en particulier, en l'occurrence le DPE par exemple, la lettre de votre DPE, on va essayer de savoir si c'est un objet statistiquement significatif ou pas. S'il est statistiquement différent de 0. Donc il y a énormément de jeux. Donc en l'occurrence, pour cette modélisation en particulier, il y a des tests statistiques qui sont développés pour essayer de répondre à cette question, si ça fait sens ou pas, étant donné les données que vous avez en entrée. Mais effectivement, ça va être aussi quelque chose de très important et qui est complètement différent de l'exercice de prédiction. Parce que l'exercice de prédiction, ce qui vous intéresse, vous, ça va être juste de minimiser l'erreur. C'est-à-dire, quand vous comparez le prix d'un listing posté avec le prix d'un listing qui est déjà entraîné, d'accord, donc le prix qui sort de votre algorithme, vous allez juste regarder l'écart, et si l'écart est faible, vous êtes content, vous allez dire que l'écart médian il est très faible, par exemple, je pense à certaines personnes, c'est ça. Donc c'est ça qui va vous préoccuper, parce que c'est ça qui est important, de minimiser l'erreur. Et ce qui est aussi important, dont vous n'allez pas forcément vous préoccuper quand vous essayez de minimiser l'erreur, c'est que vous allez mettre un maximum de choses à droite de cette équation, donc vous allez essayer de saturer le modèle pour minimiser les biais, pour être sûr que votre prédiction ce soit la meilleure possible. Mais effectivement, quand vous intéressez du coup à ce qui est à droite de l'équation et plus à ce qui est à gauche de l'équation, là ça va être différent, parce que plus vous allez introduire des données, plus vous risquez par exemple d'avoir des données ce qu'on appelle collinéaires, c'est-à-dire que en fait, les vecteurs que vous entrez à droite, ils vont être très similaires à d'autres vecteurs. Donc typiquement, là je vous parlais de la performance énergétique, mais si par exemple vous êtes un utilisateur averti, vous êtes un futur propriétaire averti, vous allez sur la plateforme, on est avant 2021, donc 2021 c'est la loi résilience climat, et vous allez regarder non pas l'information énergétique, mais juste la date de construction, l'année de construction. Donc vous êtes à Paris, vous savez que le bien il date de 1802, a priori vous allez payer cher votre facture d'électricité. Et la question c'est effectivement quand on déploie un arsenal économique, donc le DPE, quand on est le décideur public et qu'on lance ce genre d'initiative, effectivement, est-ce qu'on ne donne pas une information qui est déjà existante sur le marché, qui est déjà prise en compte par les utilisateurs sur le marché? Donc effectivement, cette question, elle est très importante parce qu'elle engage après, derrière, beaucoup de choses d'un point de vue politique. Donc effectivement, ce qui nous intéresse après avoir fait cet exercice de prédiction, ça va être l'exercice de tirer des conclusions, donc d'inférence sur ces choses-là. Donc je vous ai mis quelques exemples pour clôturer un petit peu cette présentation. L'exercice d'inférence, il va être très important sur par exemple l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est effectivement intéressant ou pas d'encadrer les loyers? Est-ce que les gens respectent ou pas l'encadrement des loyers? Encore une fois, ici, on va utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à ces questions. Et encore une fois, on va essayer de tirer des conclusions sur l'efficacité d'un programme ou pas. Et donc du coup, encore une fois, c'est une littérature qui est très similaire, qui est très proche, qui utilise à peu près les mêmes outils, mais qui a des vocations complètement différentes et qui a même une histoire un peu différente. Et donc du coup, qui ne va pas s'intéresser forcément aux mêmes questions.
La réglementation énergétique, là c'était ce que je vous expliquais à l'instant, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on ne sature pas le marché d'une information qui est déjà existante, qu'il n'y a pas des mécanismes révélateurs sur la performance énergétique qui sont déjà disponibles et qui du coup n'a pas lieu d'être d'instaurer une nouvelle norme. Et ça va être aussi, par exemple, les choix de localisation. Donc, vous savez que le Covid a impacté beaucoup la manière dont on voit l'extérieur. Et ça va valoriser en fait cette composante de manière différente, et ça va driver en fait des mouvements qu'on va pouvoir observer nous sur les plateformes, parce que du coup, on capture par exemple avec les cookies d'où sont émises en fait les recherches, et du coup on va pouvoir voir un petit peu comment les gens vont se déplacer sur le territoire, comment ils vont faire leur choix de localisation post-Covid, avant Covid, et essayer de comparer. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle souvent dans la littérature les average treatment effects, c'est-à-dire vous avez un traitement à un instant donné et vous allez essayer de faire par un jeu de difference in difference, vous allez essayer d'identifier en fait l'effet statistique de ce genre de réforme ou de ce genre d'événement. En l'occurrence, là, le Covid, c'était les lockdowns successifs, mais effectivement, ça a modifié beaucoup le comportement des gens. Et nous, en fait, on va essayer de guider en fait le législateur pour lui donner des clés de lecture et pour lui dire, effectivement, quand vous prenez ce genre de mesures, ça a telle conséquence, ça réalloue en fait les prix sur le marché, parce qu'effectivement, vous êtes par exemple dans une zone côtière et le télétravail n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, effectivement les prix sur les logements dans les zones côtières vont exploser, parce que du coup c'est un regain d'activité, les méthodes de travail ont changé, donc du coup effectivement vous allez revaloriser les biens et revaloriser l'extérieur. Effectivement, voilà. De combien vous allez revaloriser l'extérieur, c'est des réponses auxquelles on essaie des questions auxquelles on essaie de répondre. Donc voilà pour un petit peu mon travail. J'ai essayé de vous faire une présentation un peu scientifique, mais j'espère pas trop déroutante. Donc voilà. Merci beaucoup.